régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Et avec nous pour ce Club des Territoires, Yves Tréhard, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et puis Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Regard. On va revenir avec vous sur la campagne des Européennes qui s'invite dans la colère du monde agricole actuellement. Des agriculteurs qui sont vent debout contre les normes environnementales, avec un duel à distance dans cette campagne entre Jordan Bardella qui était allé voir les agriculteurs ce week-end et puis Gabriel Attal qui reçoit la FNSEA aujourd'hui. Et puis on va parler ce matin de la mobilisation des opposants à la loi immigration qui continue, Quentin. Et oui, Alexandre, effectivement, 160 cortèges étaient organisés partout en France hier. On va revenir sur ce qui s'est dit sur cette mobilisation. Mais d'abord, nous allons parler des tarifs de l'électricité qui ne cessent d'augmenter depuis 2 ans. Hier soir, Bruno Le Maire a confirmé une hausse entre 8,6% et 9,8% à partir du mois de février. Une situation qui frappe de plein fouet le pouvoir d'achat des ménages, au point que certains doivent renoncer à se chauffer faute de pouvoir payer leurs factures. Reportage à Paris avec Fabien Ricard. Quand elle est chez elle, Zizina Sunda ne se sépare jamais de son châle. Elle ne chauffe son salon que par intermittence, pas plus que sa chambre à coucher. Je dors avec ça, ces couvertures-là. J'ai une couette encore, j'ajoute encore. Je chauffe avant de dormir, mais après, j'éteins le chauffage. Cette mère de 4 enfants habite un appartement de 4 pièces, situé sous les toits, équipé de double vitrage, mais quand même mal isolé. Dans les chambres des enfants, c'est pareil. Je chauffe avant de dormir. Je fais jusqu'à 23h. J'éteins et je les laisse dormir comme ça avec des grosses couettes. Et le matin, ils ont froid? Oui, le matin, ils ont froid, oui. La salle de bain, c'est ça. Il y a le chauffage là. Mais jamais je chauffe. Jamais. Même en faisant des économies, son salaire d'agent de cantine scolaire ne permet pas à Madame Sunda de payer ses factures. Octobre, j'ai payé 243 €. Novembre, décembre, 615 €. Comme je n'ai pas assez de salaire pour payer, des fois je reste avec beaucoup de dettes. J'ai été coupé 2 fois les courants, on m'a coupé même 2 fois. Ça fait 2 fois. C'est très choquant pour moi, vu que j'ai des enfants et tout. Il faut qu'ils mangent, il faut... voilà. La hausse des prix de l'électricité constatée depuis bientôt 2 ans devrait se poursuivre en raison du retour d'une taxe gelée jusqu'à présent dans le cadre du bouclier tarifaire. Face à cette hausse, un seul levier pour les particuliers, faire des travaux d'isolation. Cette association, qui vient en aide aux locataires mal chauffés, accompagne aussi les bailleurs dans le financement de leurs travaux. Dans le cas de Madame Sunda, on est chez des bailleurs sociaux. Voilà. Généralement, les bailleurs sociaux, ils sont souvent enclins à réaliser des travaux. Après, les démarches sont souvent très longues. Un projet de travaux, minimum, c'est 3 ans. Autant d'années d'inconfort supplémentaires pour les locataires de logements mal isolés, aux revenus souvent modestes et bientôt confrontés à des factures encore plus salées. Catherine Tricot, je vous voyais réagir pendant ce sujet de Fabien Ricard. Quand on voit l'annonce faite par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, d'augmenter jusqu'à 9,8% l'électricité à partir du 1er février, quand on voit la situation de cette dame, on peut dire qu'il va y avoir une situation d'inégalité, d'injustice qui va se poursuivre. Oui, moi ce que je me suis dit, c'est que d'une part, on nous annonce qu'on va baisser de 2 milliards les impôts pour les classes moyennes, mais cette augmentation, en termes de rapport dans les caisses de l'État, c'est 60 milliards. Donc on voit, c'est-à-dire que les taxes faites sur l'électricité rapportent... et en fait, c'est à ça aussi qu'ils avaient en partie renoncé, en baissant parfois jusqu'à 0% les taxes pour faire face à l'augmentation. Mais on voit que, véritablement, il y a un enjeu économique très important pour l'État, mais aussi un enjeu économique très important pour les familles, puisque, au fond, ces 60 milliards, ils vont être payés par nous, par les familles, les consommateurs, puisque c'est distinct les taxes des familles et celles des entreprises qui, elles, ne vont augmenter que de 5,5%, ce qui est déjà beaucoup pour les TPE, par exemple, c'est quand même non négligeable. Ça veut dire que c'est quand même des sommes très considérables qu'on occulte un tout petit peu. Derrière, ça sera 13 €, 15 € par mois. Oui, mais enfin, au bout du compte, ça fait que cette dame, elle n'arrive pas à se chauffer. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment accélérer sur la réhabilitation thermique. On se souvient qu'il y a 2 ans, le gouvernement avait refusé un amendement qui avait été voté majoritairement, y compris par son groupe, à l'Assemblée nationale, pour donner 10 milliards pour la réhabilitation
10 milliards à mettre en rapport avec les 60 milliards. Hein, donc 10 milliards pour accélérer la réhabilitation des bâtiments. Ça a été refusé par le gouvernement et aujourd'hui on est dans une situation où c'était il y a 2 ans, donc on aurait pu avoir des dizaines, des centaines de milliers de logements aujourd'hui réhabilités ou en cours de réhabilitation pour être protégés du froid et du chaud d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu erratique dans la politique globale, mais on va en reparler peut-être un tout petit peu plus tard. Yves Tréhard, cette hausse du prix de l'électricité qui est décidée au nom du redressement des finances publiques, de la fin du quoi qu'il en coûte, on voit qu'au final ça a frappé encore plus les classes populaires. Bah oui, comme toujours. Mais le problème, c'est aussi la transition énergétique. C'est que l'énergie coûte très cher. Et que l'énergie, elle coûte très cher parce qu'on est obligé de sortir de plus en plus de l'énergie fossile, ce qu'on n'arrive pas à faire, il faut le dire, et que on a fait des mauvais choix et qu'on n'a pas su faire suffisamment de prévention dans notre pays. C'est pas normal que dans notre pays, qui était le champion du nucléaire, on paye ces prix-là de l'électricité, alors que pour des raisons idéologiques, pour des raisons de mauvaises raisons, on n'a pas produit comme il fallait, et donc on va acheter. Rendez-vous compte qu'on va même jusqu'à acheter de l'électricité à l'étranger, alors que normalement on devrait être tout à fait autosuffisant. Donc c'est pas normal. Alors effectivement, après il y a une deuxième conséquence, un deuxième effet à tout cela, c'est que l'État était le garant d'une certaine stabilité des prix, et puis il a décidé de sortir d'une politique qui s'appelle la politique du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que l'État se substituait aux particuliers et aux entreprises pour assurer la différence, et que maintenant il est pris à la gorge, il peut plus. Donc c'est vrai que c'est tout à fait dommageable, mais je dois dire qu'on est largement responsable. Catherine Tricot, il y a quand même cette situation de nos finances publiques et puis le prix de l'électricité sur le marché qui redevient plutôt normal. Est-ce qu'il y a un moment quand même, il fallait sortir de ce quoi qu'il en coûte et de ce bouclier tarifaire sur l'électricité? Oui, mais moi des milliards d'euros. Bien sûr, je ne pense pas que ça pouvait continuer éternellement, c'est évident. Alors par contre, on peut discuter le montant de la taxe. Puisque ça représente 60 milliards, c'est-à-dire qu'on pourrait discuter, est-ce qu'il fallait remonter la taxe jusqu'à ce point. On savait que, par exemple, du temps de Lionel Jospin, il y avait eu une taxe flottante sur le montant de l'énergie. Ça pourrait être un élément de discussion. La deuxième chose, c'est que ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, l'énergie qui coûte le moins cher, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc il faut accélérer l'isolation des bâtiments. C'est fondamental. C'est fondamental pour le climat et c'est fondamental pour le porte-monnaie des gens. Et enfin, troisième élément, c'est que vous avez raison, Yves, de dire qu'on se trouve à racheter, mais aujourd'hui, la situation de 2023 par rapport à 2022, la différence cet hiver, c'est que l'année dernière, il y avait beaucoup de centrales nucléaires qui étaient à l'arrêt. Ce n'est plus le cas cette année et c'est relativement à la marge et ponctuel qu'on achète sur les marchés, qui est des centrales. Il y a quelques centrales à gaz qui ont été remises en activité. On se souvient qu'un jour, il y a eu une centrale à charbon, mais globalement, notre électricité, elle est produite par le nucléaire, ce qui n'est pas toute la question énergétique, puisqu'en France, le nucléaire ne représente qu'une part, une part essentielle de notre énergie, mais en même temps, pour tous les transports, ça reste encore du pétrole, et c'est ça qu'il va falloir résoudre. Le nucléaire qui coûte cher, parce qu'on n'a pas su de l'entretenir. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Le nucléaire, il y a une illusion que le nucléaire ne coûte pas. Le nucléaire coûte cher, parce qu'on n'a pas su l'entretenir. Oui, parce que c'est aussi une énergie chère, parce que c'est une énergie technique, parce que c'est des matières premières qui sont chères. Mais ceci étant, on est en train de se remettre à niveau sur le nucléaire et reste toute la partie pétrole, je dirais. Alors le problème, si vous voulez, c'est que ça fait partie de la transition énergétique. Mais effectivement, j'allais dire, la remise à jour des habitations pour que éviter que ça soit des passoires thermiques, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Et qui va payer encore? Qui va payer? C'est l'État. Oui, il y a des aides de l'État avec la fameuse MaPrimeRénov'. Exactement. Je ne suis pas en train de critiquer, mais ça va coûter une fortune. Une fortune. Et donc, ça pose une question majeure. Mais ça va. Ça va, parce que pour l'instant, ça ne coûte pas une fortune. Oui, mais enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que la MaPrimeRénov', précisément... Sont pas manifestes, hein, non, mais parce que MaPrimeRénov', ça n'a pas marché. Ils ont fait une telle usine à gaz tellement compliquée que ça n'a pas fonctionné. Et Yves, politiquement, on est quand même à quelques mois d'un scrutin, les élections européennes. Ça paraît extrêmement risqué pour le gouvernement d'annoncer comme ça une hausse de taxes sur l'électricité de 10%.
Bien sûr que ça peut, oui, enfin, ils font en sorte que ça n'atteigne pas tout à fait 10%, mais effectivement, vous avez... 8,6 et 9,8. Oui, non, mais vous avez raison. Mais évidemment, mais c'est le problème majeur d'ailleurs des élections qui vont avoir lieu dans tous les pays d'Europe, hein, et on va le voir avec le sujet agricole, parce que tous ces sujets-là sont des sujets de mécontentement, qui sont des sujets de mécontentement qui vont avoir des répercussions sur le vote, évidemment. Et vous pensez que les Français peuvent comprendre finalement ce discours de responsabilité, de redressement des finances publiques? Voilà, on a bien protégé avec le bouclier. Maintenant, il s'agit de redresser les comptes? Si, ça va être compliqué, mais il va falloir qu'ils le comprennent. 97 milliards de dividendes ont été versés cette année. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, ça a à voir. Selon vous, ce serait une question de justice fiscale. Exactement, c'est-à-dire que ce que je veux dire, je ne dis pas qu'on peut continuellement fonctionner de cette manière. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut agir sur le structurel. Donc, en particulier, il faut rénover les bâtiments et il faut qu'on change notre consommation énergétique. Mais ceci étant, il y a quand même une question de justice fiscale, c'est-à-dire que là, on augmente et on va ramener 60 milliards dans les caisses pris sur les Français, tout un chacun, vous, moi, etc., alors qu'il y a 97 milliards de dividendes qui ont été versés par les entreprises françaises. C'est l'éternel débat. Mais oui, c'est un éternel débat. C'est-à-dire que même quand vous faites l'impôt sur la fortune, les choses vont pas mieux. Vous vous apercevez de ça. Et on ne pourra pas résoudre ce débat ici. Voilà. On va ouvrir le deuxième thème de ce Club des territoires. On va parler de la loi immigration, puisque Quentin, hier, il y avait 160 rassemblements qui étaient organisés en France à 4 jours de la décision du Conseil constitutionnel sur cette loi immigration. Voilà, les opposants à cette loi étaient réunis partout en France. Effectivement, ils étaient 75 000 d'après le ministère de l'Intérieur, 150 000 d'après la CGT. Principal cortège, celui qui s'était lancé de la place du Trocadéro à Paris. 16 000 personnes selon la police dans la capitale. À l'origine de cet appel à manifester, 201 personnalités du monde du spectacle et de la politique qui ont signé une tribune dans le journal L'Humanité. Marchons pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Avec également parmi les organisateurs les syndicats tels que la CGT ou la CFDT. Écoutez Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Aujourd'hui, nous sommes là pour exhorter le président de la République à prendre ses responsabilités, à ne pas promulguer cette loi qui déshonore la France, qui divise le pays et qui l'entache d'une tâche indélébile vis-à-vis de l'international notamment. Nous sommes là pour appeler le Premier ministre à renoncer à la réforme de l'aide médicale d'État qu'il a réaffirmée récemment, alors qu'il s'agit d'une réforme scandaleuse d'un point de vue humain et dangereuse d'un point de vue sanitaire. On va faire le tour d'horizon des réactions politiques hier, puisqu'on a vu beaucoup de personnalités, notamment de gauche, dans la manifestation. Il y avait les communistes, les écologistes, les socialistes, les insoumis, comme quoi les tensions de la NUP pouvaient se faire oublier parfois hier. Écoutez Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, quelques heures avant le début de la manifestation. Cette loi elle a été votée, négociée avec la droite et l'extrême droite, votée avec leur voix, et maintenant, bien sûr, que nous allons nous mobiliser pour défendre la dignité humaine. Voilà, pour défendre la dignité humaine. Du côté de la majorité présidentielle, on se défend de toute reprise des idées du RN. Écoutez la ministre Aurore Bergé, il n'y a pas de préférence nationale dans le texte, selon elle. Je ne peux pas laisser dire que la préférence nationale a été mise en place. Ça n'est pas vrai, Claire Gatineau. Ça n'est pas ce texte. Mais ça n'est pas la mise en place de la préférence nationale. Ça n'est pas vrai. Des travailleurs ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, dans la capacité que vous avez, par exemple, à percevoir le RSA, vous avez déjà des conditions qui sont différentes en fonction de votre durée d'ancienneté sur le territoire national. Allez, dernière réaction, on va écouter Éric Zemmour, le chef de file de Reconquête, qui se dit opposé à la loi immigration, mais pour des raisons opposées à celles des manifestants. Écoutez hier. Cette loi, il n'y a rien dedans. Il y a pire que rien, comme je l'ai dit, parce qu'il y a la régularisation de 10 000 clandestins, en plus des 30 000 qu'on régularise tous les ans. C'est ça que le RN et LR ont voté, je tiens à le dire. Moi, ce que je vois, c'est les résultats à long terme. À long terme, il y aura toujours le droit du sol, il y aura toujours le droit au regroupement familial, il y aura toujours les 150 000 droits d'asile, on ne fait rien contre. Excusez-moi, ça ne changera rien. Fin du suspense autour de ce texte immigration jeudi avec la décision du Conseil constitutionnel qui doit dire s'il censure une partie du texte. Catherine Tricot, vous étiez à la manifestation hier, et qu'est-ce que vous en retenez ? Il y avait du monde et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait du monde. J'ai l'habitude des manifestations, il n'y avait pas de banderole.
Et quand il n'y a pas de banderole, ça veut dire que c'est les citoyens qui sont venus. Ce n'est pas venu par les organisations, c'était vraiment... D'ailleurs, ce n'est pas une manifestation, il n'y avait pas beaucoup de slogans. Il y avait des gens qui sont venus dire qu'ils ne veulent pas de ça, qu'ils ont honte. Ils n'en veulent pas pour les gens qui vont être affectés. On sait que cette loi a été votée sans avoir fait une étude d'impact préalable. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quels seraient les impacts de cette loi. Elle commence à sortir, la presse commence à le faire. On sait par exemple que deux femmes qui travaillent à mi-temps comme assistantes sociales, l'une va toucher 650 €. L'autre, actuellement, elle avait des aides parce qu'elle élevait un enfant seul, elle avait un logement et ça lui permettait de survivre et de vivre correctement, enfin, autour de 1 500 €. L'une va tout perdre, restera avec 650, c'est-à-dire qu'elle va être dans un état d'extrême pauvreté, elle ne pourra plus payer son loyer, elle ne pourra plus élever son enfant, tandis que l'autre va conserver 2 femmes qui ont exactement la même situation. Donc c'est à la fois une loi qui va rendre très difficile. On évalue à 110 000 personnes qui vont être dans une situation très grave avec cette loi, et ça les touche eux, et ça nous affecte nous. Moi, je suis blessée que dans mon pays, on fasse ça. C'est-à-dire que c'est mon humanité, et c'est ça que j'ai entendu dans la manifestation hier. Yves, est-ce que vous pensez que ces manifestations anti-loi immigration, ça peut faire bouger Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il est déjà passé à autre chose et que la loi va être promulguée après l'avis du Conseil constitutionnel ? C'est le Conseil constitutionnel qui peut éventuellement corriger certaines choses. Moi, je pense que c'est une loi qui sert à rien du tout, quoi qu'il arrive. C'est une loi qui est sans effet. C'est une loi... Le sujet, c'est quoi ? C'est pas l'humanité. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on maîtrise l'immigration clandestine. Il y avait la question de l'intégration quand même dans la loi. Et qu'est-ce qu'il y a qui concerne l'intégration ? La préférence nationale, vous allez n'importe où en Europe, ce sujet existe. Hein. Vous avez la préférence nationale partout, mais partout. On ne peut pas dire que ça intègre... Si je vous permettez. Oui, pardon. Donc c'est pas un sujet, à mon avis. Cette loi, elle a beaucoup de défauts. Elle a un seul défaut, c'est qu'elle ne résout rien. C'est-à-dire qu'elle ne prévoit rien sur l'intégration, absolument rien, contrairement à ce qu'on dit. Régulariser, oui, vous régularisez. So what ? Ça n'améliore pas le sort des gens. Et deuxièmement, le deuxième sujet, c'était, et le premier d'ailleurs, si on regarde dans le temps, la loi était surtout faite pour ça, comment maîtriser davantage les flux migratoires clandestins. Ça ne résout absolument rien. Ça va pas réduire les délais. Rien. Mais les dossiers, non. Il y a moins de recours. Je sais pas, on va voir. Mais une fois que vous avez décidé que, enfin, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart d'entre eux, il faut le dire, la plupart des demandeurs d'asile sont déboutés, il faut le dire. Mais la plupart aussi, quand ils sont déboutés, restent en France. Comment vous les renvoyez dans leur pays ? Je ne connais pas un seul parti politique, y compris le monsieur qui était derrière vous tout à l'heure, qui s'appelle Éric Zemmour, qui a la solution. Pour faire appliquer les OQTF, qui sont... Mais qui a la solution ? Personne. On ment aux gens. Tout le monde ment aux gens, y compris l'extrême droite telle qu'elle est présentée. Je suis d'accord avec Yves Tréhard. Personne ne sait comment les renvoyer. Vous savez qu'on va le dire très prosaïquement, un immigré clandestin qui est frappé d'une OQTF, quand il s'agit de le renvoyer chez lui, vous le présentez... où il se présente dans un premier temps, avant que ça soit plus musclé, et c'est à lui de partir. Il ne part pas, il est contrôlé, et on le renvoie. Vous le présentez à une compagnie aérienne. Le seul qui est maître à bord, c'est le commandant de bord, précisément. Et pour la paix du voyage, eh bien, il refuse de prendre l'immigré en question dans son avion. Qui, par ailleurs, ne peut pas débarquer. C'est-à-dire que, par ailleurs, il faut sur place... des accords du pays Donc, moi, je souscris tout à fait avec ce que vient de dire Yves Tréhard. Ça ne répond en rien ni à l'objectif d'intégration, ni à celui de régler la question des flux migratoires. En rien, tout ça. Par contre, là où il y a une divergence avec vous, c'est que je pense que ça rend plus difficile la vie des gens qui sont ici et qui font vivre nos hôpitaux, qui s'occupent de nos enfants, de nos vieux, qui construisent nos bâtiments et nos routes. C'est-à-dire que ça rend difficile ceux qui sont là, mais ça ne règle en rien les autres problèmes. Catherine Tricot, il y a une échéance cette semaine, c'est l'avis du Conseil constitutionnel sur cette loi immigration. Et ce qui est étonnant, c'est que même le gouvernement, même l'exécutif,
attendent cet avis du Conseil avec éventuellement des mesures qui vont être retoquées, des mesures rajoutées par les Républicains. Et l'exécutif est un peu dans l'expectative en espérant que certaines mesures vont être enlevées du texte. C'est une tarabistouille incroyable. Enfin, franchement, moi, politiquement, je ne comprends pas comment un président de la République et un gouvernement emmènent une loi devant le Conseil constitutionnel. Quelle était l'urgence d'aller devoir voter cette loi avant d'avoir vérifié sa légalité, ce qui est le processus normal. Là, ils ne l'ont pas fait pour des raisons politiques. Le président avait décidé qu'à Noël, on aurait terminé l'affaire et qu'il fallait que ce soit voté avant, etc. Et je trouve que c'est un affaiblissement des procédures démocratiques et un affaiblissement de la façon de fabriquer la loi. Je pense que véritablement, on n'a pas besoin de ça en ce moment, d'affaisser encore un peu plus tout ce qui fait le fonctionnement démocratique de notre pays. Yves, ça nous rappelle que finalement, cette loi immigration qui est sortie au final, c'est pas vraiment le texte de la majorité présidentielle. Ah bah non, c'est évidemment pas le texte de la majorité présidentielle, c'est le texte de la majorité du Sénat, en partie. Effectivement, c'est une grande victoire. À l'époque, c'était une grande victoire pour les Républicains. Après, c'est assez curieux, effectivement, je suis assez d'accord, qu'un gouvernement se dise, tiens, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le gouvernement des juges, alors. C'est le Conseil constitutionnel qui décide si c'est légal ou pas. Donc, si c'est constitutionnel ou pas. Lors de ses vœux, et il a eu raison de le dire. C'est vrai qu'on ne va pas continuer à légiférer de la sorte. Et d'ailleurs, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, qui a promis de mettre en œuvre une réforme de l'aide médicale d'État qui permet de soigner les étrangers en situation irrégulière. Une réforme de l'aide médicale d'État qui est souhaitée par les Républicains. Donc ça veut dire que la bataille sur ce sujet de l'immigration, elle n'est pas finie cette année. C'est tout à fait certain. C'est un accord qui avait été passé entre les Républicains et Madame Borne quand elle était Premier ministre. Et ça a été la condition pour le vote. Donc on a bien conscience que l'aide médicale d'État, si elle est réformée, c'est pas pour en élargir son périmètre, mais au contraire pour le restreindre. Donc ce qu'on revient réduire le panier de soins. Voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait au résultat, cette loi n'a qu'un effet, c'est de rendre plus difficile la vie des gens qui vivent sur notre territoire et qui, encore une fois, c'est 40% des emplois qui s'occupent des enfants et des vieillards, c'est 40% des emplois dans le bâtiment. On va faire les Jeux Olympiques, sans eux, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques à Paris. C'est-à-dire que ces gens qui sont là, qu'on met dans une précarité immense, c'est eux qui s'occupent de nos enfants, c'est eux qui s'occupent de nos vieux, c'est eux qui font les Jeux Olympiques. C'est 3000 médecins à l'AP-HP qui risquent d'être renvoyés chez eux alors qu'on n'a pas de médecins. Non mais, je veux dire, on marche sur la tête. Cette loi est absurde et elle va désorganiser un peu plus notre pays si elle était appliquée, mais elle ne le sera pas. Et ben en tout cas, vous êtes... Non, les médecins de la PHP, ils ne sont pas clandestins. Hein. Non, ils ne sont pas clandestins, mais c'est la fin... Ils ne sont pas régularisés. On ne prolonge pas... Non, on ne prolonge pas leur contrat, donc leur droit de vivre dans le territoire. Donc du coup, leur contrat à la PHP est en cause. Ils ont manifesté à ce propos 3000 d'entre eux. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup. Si vous allez dans pédiatrie ou aux urgences, vous allez vous rendre compte que ce sont souvent des médecins étrangers qui s'occupent des bébés et qui s'occupent des urgences. Et on continuera à parler de cette loi immigration tout au long de cette semaine. On va finir ce club en évoquant la campagne des élections européennes qui s'invite dans la colère actuelle du monde agricole, une colère des agriculteurs contre les normes environnementales. Et ça, le tête de liste du Rassemblement national aux européennes, Jordan Bardella, patron du parti, ça ne lui a pas échappé et donc il est venu ce week-end au chevet des agriculteurs. On l'écoute. Le monde agricole, lui, est important pour la France et on n'entend pas le laisser mourir dans l'indifférence généralisée. Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde. Yves, ça y est, la campagne est lancée. Finalement, c'est une opportunité pour Jordan Bardella de cette crise agricole, finalement, d'arriver et de dire que c'est la faute de l'Europe et c'est la faute d'Emmanuel Macron. Oui, enfin, le sujet, c'est pas Jordan Bardella, c'est les agriculteurs. Bien sûr, sur le fond, mais est-ce qu'il y a une récupération politique? C'est ça ma question. Bah, évidemment, c'est évident, mais surtout que le Rassemblement national, maintenant est assez installé dans le monde rural et dans le monde périurbain, on va dire. Mais le vrai problème, c'est le problème agricole. Alors, évidemment qu'il va récolter des voix grâce à cette campagne qu'il essaye de conduire dans les campagnes, c'est le cas de le dire.
avec un monde agricole qui a raison d'être très très inquiet parce que à cause des normes européennes qui poussent à la transition énergétique, c'est vrai, mais Jordan Bardella a raison quand il dit le problème agricole, c'est la faute de l'Europe. Non, c'est pas la faute de l'Europe uniquement, c'est le fait qu'on doit changer notre modèle de production agricole. Tout le monde en est conscient, mais comment on le change? À quelle rapidité, à quel rythme et comment? Et malheureusement, les agriculteurs sont démunis face à cela. Ils font face à une bureaucratie qui est absolument considérable et qui évidemment les handicape considérablement. Aujourd'hui, un poulet sur 2 est importé, alors qu'il y a encore 20 ans, c'était un poulet sur 4. Donc ça vous donne toute l'ampleur du problème qui existe chez les agriculteurs. Alors, pas tous les agriculteurs, parce que les céréaliers s'en sortent plutôt assez bien, mais c'est plutôt l'élevage qui fait les frais de cette bureaucratie et de ce changement actuel, tout comme d'ailleurs la production de fruits et légumes. Catherine Tricot, est-ce que le diagnostic de Jordan Bardella, la responsabilité de l'Europe sur cette crise agricole est le bon, ou est-ce qu'on est dans une forme de récupération démagogique ? Je pense qu'il enfile des perles un petit peu, en disant que ça va mal. Je veux dire, absolument tout le monde est d'accord et il n'y a personne qui pense qu'on peut continuer d'avoir des agriculteurs qui vivent avec des revenus qui sont proches de ces 100 €, voire en dessous, voire négatifs. C'est-à-dire que c'est quand même la profession où on se suicide le plus et on est dans une forme de souffrance considérable. Dans la souffrance, il y a un problème, par exemple, qui n'est jamais évoqué, c'est celui de l'exposition aux pesticides. C'est quand même aussi une profession qui est extrêmement affectée par le problème du cancer. Je pense qu'on ne peut pas raconter que les choses sont simplement, qu'elles peuvent continuer ainsi et qu'il y a des méchants qui veulent faire bouger les choses. On ne peut pas continuer. Par exemple, je voyais la Hollande, c'est un pays qui sont en train de pourrir les eaux avec l'azote qui sont en train d'infiltrer. Je veux dire que c'est impensable de se dire que ça peut continuer ainsi avec les fertilisants, avec les pesticides, avec les produits azotés. C'est pas simplement un problème énergétique, c'est aussi un problème de considérer que notre sol, nos nappes phréatiques sont notre matière première. Et je suis d'accord avec vous, il faut les accompagner pour faire cette transition. Donc je crois que l'objectif affiché par l'Europe est juste. La manière de le faire, comme bien souvent, c'est bureaucratique, ça manque un peu de subtilité et c'est souvent assez inégalitaire. Comme vient de le rappeler Yves Tréhard, c'est vraiment les céréaliers les plus gros qui tirent le bénéfice maximum de l'aide de la PAC et par contre beaucoup moins les petites exploitations. Donc je pense qu'il y a quelque chose à revoir, mais pas remettre en cause le fait qu'il faut une transition véritablement en profondeur de l'agriculture pour les agriculteurs, pour ce que nous mangeons et pour la préservation de nos sols et de nos eaux. Yves, le Premier ministre Gabriel Attal est aussi au chevet des agriculteurs puisqu'il reçoit aujourd'hui la FNSEA, le principal syndicat agricole. Est-ce que dans cette situation de crise, le gouvernement n'a d'autre choix que de reculer, de faire des concessions aux agriculteurs, notamment peut-être reculer sur une hausse de taxes sur le gazole non routier qui a été prévue par l'État? Oui, bien sûr. Dans la crise aussi, il y a les changements alimentaires, il y a les changements d'habitude des consommateurs. Il ne faut pas oublier ça. Vous avez aujourd'hui, par exemple en France, les gens qui mangent de la viande tous les jours, ce qui était le cas vraisemblablement il y a quelques années, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte, ça change complètement la donne. Alors effectivement, le gouvernement va s'employer, il a tout intérêt, parce que ce que redoute le gouvernement, c'est que les gilets jaunes se transforment en gilets jaunes, en gilets verts. Donc il va évidemment prendre des mesures. Avec une séquence qui s'ouvre aujourd'hui et qui va jusqu'au Salon d'agriculture qui est dans un mois. Voilà, et où on parle énormément d'agriculture tous les ans à la porte de Versailles. Donc ça peut être un long tunnel. Ça peut être effectivement une longue séquence politique et évidemment de négociation ou de face à face avec les agriculteurs. Les agriculteurs qui sont vent debout contre cette hausse de taxes sur le gazole non routier. Effectivement, Catherine Tricot, on a l'impression qu'on va revivre un nouvel épisode des Gilets jaunes. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, si l'application elle est faite de façon brutale et sans accompagnement pour changer même le matériel qu'utilisent les agriculteurs, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Mais je voulais dire tout à l'heure qu'il y avait un effet chaotique de cette politique, c'est qu'on nous explique que la priorité, c'est les classes moyennes, on augmente de façon sensible et forte l'électricité, et puis là, la priorité, ça va être les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Et au fond,
Je pense qu'ils ne savent pas parce que véritablement, et c'est ce que révèle la crise politique mondiale avec la montée des extrêmes droites dans le monde entier, c'est qu'au fond, au bout de 30-40 ans de dérégulation généralisée, on a assommé les gens qui n'ont finalement que leur travail pour vivre, qui ne sont pas des rentiers, qui n'ont pas des revenus du patrimoine, et que tous ces gens-là souffrent dans tous les pays et du coup se tournent vers l'extrême droite et on va vers une crise politique d'une ampleur considérable avec les enjeux de tensions militaires que cela peut provoquer, avec le fait qu'on risque de faire une marche arrière sur les enjeux de transition environnementale dans leurs différentes dimensions. Donc là, il faut se poser la question du modèle économique et sur lequel le gouvernement est installé, et Emmanuel Macron en étant un de ses plus grands contempteurs, c'est-à-dire le libéralisme, la concurrence, l'efficacité économique étroite. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de nous mettre politiquement dans un mur. Je ne sais pas comment l'Europe peut s'en remettre d'une chose comme ça. On va continuer à évoquer cette crise du monde agricole, puisque c'est à la une de certains quotidiens régionaux. Tout de suite, la revue de presse. Et Quentin, la mobilisation des agriculteurs qui est aujourd'hui à la une du Midi Libre. Exactement, avec toujours les mêmes revendications. On en parlait sur les normes, les revenus, l'accès à l'eau. Les agriculteurs en ont marre, point d'exclamation. Titre ce matin, Journal de Montpellier. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est interrogé dans le journal. Tout ce que l'on peut simplifier, on le fera. Il explique que son projet de loi sera bien présenté au premier semestre avec un nouveau volet qu'il veut sur les simplifications. Les syndicats agricoles, Alex, qui sont reçus à Matignon à 17h, vous le disiez. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, attend un chapelet de mesures, dit-il, et il a averti dans le journal. N'imaginez pas que la colère va retomber parce que je rencontre le Premier ministre. C'est le terrain qui commande, le terrain gronde, le mal est profond. Les agriculteurs sont en colère, mais les pêcheurs aussi, puisque le journal Sud-Ouest évoque l'interdiction de pêcher qui va concerner une partie des pêcheurs de la côte atlantique. Oui, vous voyez ce titre, Dauphin en danger, pêcheurs à l'arrêt dans le golfe de Gascogne. Ce sont près de 450 bateaux français interdits de pêche pour protéger les dauphins. Une mesure inédite avec des indemnités à la clé et une interdiction prise pour une durée d'1 mois. Il faut dire que le nombre de dauphins échoués sur la côte a bondi de quelques dizaines dans les années 70 à plus de 1400 l'an dernier. Le procès des attentats de Trèbes s'ouvre aujourd'hui. Voilà, 7 prévenus proches du terroriste Radouane Lakdim comparaissent à Paris jusqu'au 23 février. C'est lors de cet attentat qu'Arnaud Beltrame a été tué. Le lieutenant-colonel avait pris la place d'une otage. Les parties civiles redoutent dans le journal que ces audiences ne leur apportent au final que peu de réponses, écrit la Dépêche, Alex. On s'arrête sur une interview du président de l'exécutif corse, à la une de Corse Matin. On n'oublie pas le dossier corse, même si Oriane Mancini n'est pas là ce matin, mais effectivement, Gilles Simeone réitère ses arguments pour une évolution institutionnelle de la Corse dans le contexte de reprise d'attentats et de tensions sociales sur l'île. Gilles Simeone qui parle d'un point de bascule pour l'île en 2024, mais selon lui, un chemin est possible sur le plan institutionnel et politique. Et puis, comme Oriane en a l'habitude, on finit cette revue de presse par du foot. Voilà, effectivement, on a vécu les 16e de finale de la Coupe de France ce week-end. Alexandre, le Racing Club de Strasbourg s'est imposé à Clermont. Paris-Normandie qui parle de l'exploit du FC Rouen, 12 tirs au but contre 11 pour Toulouse. Et c'est aussi après une interminable séance de tirs au but que l'OM a été sorti par Rennes, votre club. C'était pas pour me déplaire. Voilà. Merci beaucoup Quentin. Merci d'avoir participé à ce club des territoires. On va regarder, Catherine, la une de votre revue Regard pour ce mois de janvier consacré à la nomination de Gabriel Attal par Emmanuel Macron avec ce titre « Sarkozy, président ». Et puis, Yves, on va regarder la une du journal Le Figaro aujourd'hui qui est consacrée à cette crise du monde agricole. Ce titre, Agriculteurs, la colère monte en France et en Europe. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme publicsénat.fr. Et puis, prochain rendez-vous sur Public Sénat à 18h, Sens Public, présenté par Thomas Hugues. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Public Sénat.